Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos comportements sociaux et notamment l'impact majeur, le rôle majeur de l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau, dans ces comportements sociaux. Alors, on commence tout de suite. Je vous ai fait un petit PowerPoint très rapide, il y a 8 diapos. Vous allez voir que c'est assez pédagogique, en tout cas, je l'espère. Vous me direz si c'est bien ou pas, si ça vous a plu ou pas, ce format-là. Hop, on est en plein écran. Donc ça, c'est l'article en question, un article de Science publié en 2023, c'est fascinant, euh, qui s'intéresse donc au rôle de l'hypothalamus dans les comportements sociaux innés, c'est-à-dire des comportements sociaux qui ne sont pas une surcouche sociétale, même s'ils peuvent être modifiés par la société, mais qui sont vraiment innés, hein. Donc là, je vous ai mis des petites photos, l'accouplement, la parentalité, l'agressivité, par exemple. Alors, c'est quoi un comportement social? C'est quoi des comportements sociaux? Bah, c'est des comportements qui sont en rapport aux interactions entre individus, par exemple entre êtres humains. Quand je suis en train de vous parler, je vais avoir une attitude, un certain nombre de comportements qui vont être qualifiés comme sociaux, bah, parce que finalement, tout ce qui est une interaction sociale a un impact social, c'est dans le mot. Et la communication est un aspect majeur de ces comportements sociaux, de cette sociabilité. La communication sous toutes ses formes, verbale ou non verbale. Vous savez que notre cerveau il est câblé à n'en plus finir pour essayer de noter toutes les petites modifications de ton, de syntaxe, de mouvements d'yeux, de mouvements de muscles du visage, pour se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de vraiment penser? Qu'est-ce qu'il est vraiment en train de me dire? Qu'est-ce qu'il ressent vraiment? On appelle ça la théorie de l'esprit, qui peut amener d'ailleurs à avoir de l'empathie, par exemple. Bref, lire dans les pensées des autres, c'est quelque chose qui est majeur dans les interactions sociales pour adapter en permanence son comportement à l'autre. Et bah, la communication, verbale ou non verbale, c'est un élément extraordinaire pour s'ajuster en permanence à l'autre. Alors pourquoi? Bah, parce que ça a un impact sur la coopération entre les individus. Or, nous sommes une espèce sociale, sociable et grégaire. Nous vivons en groupe, que ce soit un petit groupe d'unité familiale ou dans une entreprise ou à une échelle plus grande. Nous avons des interactions sociales qui nous sont à la fois nécessaires et enrichissantes. Et nous avons, en tout cas quand on n'a pas de troubles particuliers psychiatriques, à cœur de les maintenir au plus haut niveau possible, parce que c'est dans notre intérêt de le faire. Alors, euh, l'hypothalamus, c'est un peu une sorte de chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est une sorte de centre, comme ça. Hein, vous voyez, je vous ai fait une petite. Voilà, j'ai retrouvé sur Internet comme ça des petits schémas où on voit bien en jaune l'hypothalamus. Ici, c'est chez la souris, parce que cette étude, elle est faite chez la souris, donc je vous ai mis aussi chez la souris. Donc, c'est un rôle central parce que ça va, de manière générale, hein, l'hypothalamus en général, ça va venir choper plein d'informations. On va l'informer de plein de trucs et lui, derrière, il va réguler la faim, la température corporelle, le sommeil, etc. Mais aussi les comportements sociaux, puisqu'elle joue, vous allez voir, un rôle majeur dans les attitudes et les comportements sociaux, y compris les émotions. Et tout ça va être fait grâce à je vous dis, une intégration, c'est-à-dire que c'est une machine à prendre plein d'infos différentes et à mouliner tout ça à l'intérieur, à pondérer tout c'est important, pas important, etc. Et paf, sortir une information pour aboutir à un comportement donné. Alors ici, on va s'intéresser à une sous-partie de l'hypothalamus, que les auteurs appellent le RBCC, le Reproductive Behavior Control Column, c'est-à-dire la colonne de contrôle du comportement de reproduction. Donc c'est une zone qui se trouve dans l'hypothalamus médial, okay, et donc qui a un rôle en particulier dans les comportements reproductifs. Alors l'intégration, il y a une intégration hormonale, hein, comme je vous l'ai dit, cette sous-zone de l'hypothalamus, eh ben, elle est comme les autres zones de l'hypothalamus, c'est-à-dire qu'elle va venir prendre plein d'infos, y compris des informations hormonales et sensorielles, pour décider de ce qu'il faut faire, notamment en termes de comportements sociaux, pour s'assurer que bah, la personne, finalement, aura un comportement adapté et va pouvoir vivre normalement. Parce que imaginez que cette régulation se fasse mal, on aurait des comportements complètement inadaptés et bah, ce serait invivable. Il y a certains troubles psychiatriques où on voit des comportements sociaux inadaptés. Et donc, vous allez voir que peut-être que ces recherches auront un impact sur notre compréhension des troubles psychiatriques. Alors,
Euh, on va s'intéresser à trois types de comportements. Donc, je vous l'ai dit, hein, l'accouplement, la parentalité et l'agressivité. Donc ici, je vous ai un petit peu modifié le schéma pour qu'il soit plus clair pour vous. Euh, là, il y a tous ces comportements. Et certains sont divisés entre mâle et femelle, hein, pour le comportement sexuel et pour le comportement agressif, parce que vous allez voir qu'il y a une différence dans le fonctionnement de cette sous-partie de l'hypothalamus entre les hommes et les femmes. Et puis parfois non. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trois zones à l'intérieur de cette colonne du comportement de reproduction, trois zones géographiques, vraiment. Il faut comprendre que c'est des réseaux de neurones, des cellules particulières qui sont connectées d'une manière particulière. Donc, il y a trois sous-zones de cette sous-zone de l'hypothalamus qui sont impliquées finalement dans le traitement de l'information. D'accord? Je reçois l'information, je la traite et ensuite, hop, j'amène un comportement. Alors, vous avez en rouge, quand cette zone-là, elle est en rouge, par exemple, ça veut dire que cette zone-là, elle promeut le comportement. Mais quand elle est en bleu foncé, par exemple, ça veut dire qu'elle retient, qu'elle supprime, qu'elle inhibe, qu'elle empêche ce comportement. D'accord? Euh, alors nous, bah, du coup, ici, là, on s'intéresse au comportement sexuel. Donc, chez l'homme, chez le mâle, pardon, cette zone-là, qu'on appelle l'aire préoptique médiale, va avoir un comportement de stimulation, ça n'étonnera pas les hommes, de du comportement de reproduction, alors que ces zones-là, soit nettement moins, soit on ne sait pas trop. Et alors, de manière générale, vous allez voir, je vous ai fait les parenthèses, vous allez voir que en général, cette zone-là, elle est en opposition avec cette zone-là et inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme souvent en biologie humaine et pas que humaine, au sein d'une toute petite partie du cerveau, les zones qui vont décider d'un comportement, elles ont des zones stimulantes et des zones qui freinent, des accélérateurs et des freins. D'accord? Pour tel ou tel comportement. Parce que cette zone-là, elle peut accélérer quelque chose et freiner quelque chose. Mais si cette zone-là, elle accélère, cette zone-là, elle va freiner. Si cette zone-là, elle accélère, cette zone-là, elle va freiner. C'est ça que je veux vous dire. Donc, vous voyez que là, on n'échappe pas à une règle, ça semble être vraiment une règle très fréquente dans le cerveau humain, notamment pour tout ce qui est subtil et complexe, c'est qu'on a des groupes de neurones, des aires géographiques qui vont venir rentrer en compétition. Pourquoi? Ben parce que chez l'être humain, c'est pas on ou off, c'est pas 0 ou 1, c'est euh, je stimule pas mal ça, je stimule un petit peu moins ça, du coup, au global, j'aurai une stimulation qui sera entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça en fonction de plein de paramètres que je vais recevoir, comme là on voit par exemple le comportement social, effectivement il est complexe, les hormones ici jouent un rôle important, même les phéromones chez la plupart des mammifères. Donc tout ça va être intégré par cette sous-zone de l'hypothalamus qui elle-même est divisée en trois zones, une qui manifestement chez le mâle va stimuler et une autre qui va plutôt inhiber ou rien faire. Chez la femelle, vous allez voir que c'est plus intéressant parce que c'est complètement différent. On a l'impression que la zone qui était très stimulante chez le mâle, elle va plutôt inhiber chez la femelle, alors que les zones qui étaient bon, soit indéterminées, soit pas folles, elles vont être plutôt fortement stimulantes, ou en tout cas stimulantes, chez la femelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à comprendre et à voir. Alors évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a aussi le signal les signaux que ces noyaux doivent traiter, ils sont aussi différents entre l'homme et la femme, hein, notamment sur le plan hormonal. La testostérone, l'œstrogène, etc., etc. Vous savez tout ça. Alors ici, sur la parentalité, donc on est sur cette première colonne. Alors la parentalité, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Cette zone-là, elle est très stimulante du comportement de parentalité. On le rappelle, hein, c'est un comportement social fondamental qui est sur le bien-être du bébé. Sans ça, bah, le bébé il est un peu laissé à l'abandon, il mourrait. Et je vous rappelle que le jeu de la vie, s'il devait y avoir qu'une seule règle, si c'est un peu plus compliqué que ça, mais s'il devait y avoir qu'une seule règle, bah, le jeu de la vie, c'est de vivre et notamment de se reproduire. En tout cas, les espèces qui sont présentes aujourd'hui, elles sont parce qu'elles se sont reproduites. Donc, elles sont en vie parce qu'elles se sont reproduites. Donc, bon, on peut voir ça, donc, ça peut être considéré comme un peu simpliste et bête, parce que c'est un fait. Si on est mort, on ne joue plus le jeu de la vie. Donc, le jeu de la vie, c'est en tout cas en partie de survivre. Donc, évidemment, si on ne prend pas soin de ces bébés, bah, les bébés, ils meurent et donc l'espèce, elle meurt. Donc, c'est aussi très important, pas que pour la survie, mais pour la solidité des liens entre les parents et l'enfant et le développement intellectuel et émotionnel de l'enfant, bien évidemment. On a fait plein de vidéos là-dessus. Donc ici, vous voyez que bah, voilà, il y aura une zone qui va être très stimulatrice et l'autre qui va être plutôt inhibitrice ou alors indéterminée.
Alors, pour les comportements d'agressivité, là, on va diviser en deux hommes-femmes, parce que c'est un petit peu différent. Alors, globalement, ces deux zones-là sont plutôt stimulatrices du comportement agressif. Alors, cette zone-là, soit elle est indéterminée, soit elle est inhibitrice du comportement agressif. Mais de toute façon, le comportement agressif, c'est aussi un comportement inné, hein. On entend encore une fois par inné, par comportement qui existe indépendamment de l'aspect culturel, sociétal et autres, des comportements très basiques, encodés biologiquement, hein, comme on voit, et qui ont pour but de sauver l'individu de la mort ou de favoriser sa reproduction, et donc bah, finalement la survie de son espèce à long terme. Donc voilà, j'espère que ça c'était clair pour vous. Alors, ici, et c'est la dernière diapo, hein. Ici, on a un résumé, on pourrait dire, un petit peu de comment ça fonctionne. C'est-à-dire que bah, vous allez avoir des stimulations qui vont venir de plein d'endroits du corps, hein. Par exemple les phéromones, les hormones comme l'œstrogène, la testostérone, pour le statut reproductif, par exemple, de la femme, euh, l'aspect métabolique, est-ce que j'ai faim ou pas, est-ce que j'ai du sucre ou pas dans le sang, l'aspect sommeil, on sait que le sommeil est important sur le comportement, n'est-ce pas? Voilà, la mélatonine, l'aspect social et environnemental, est-ce que je suis isolé ou est-ce que je suis dans un groupe? Tout ça, toutes ces informations-là et d'autres, bien sûr, vont être intégrées dans cette sous-partie de l'hypothalamus qui est elle-même une toute petite partie du cerveau, que dans cette sous-partie, il y a ces trois éléments qui vont venir se pondérer entre eux pour arriver à des comportements de mouvement. Donc là, on est chez le rat, hein. Donc deux mouvements chez le rat, parce qu'il faut qu'on puisse le constater. Donc, on constate les mouvements chez le rat, on constate aussi l'intérêt social, c'est-à-dire l'augmentation des interactions sociales et du plaisir du système de récompense, mais aussi l'activité physique, par exemple, chez le rat. Donc tout ça, vous voyez, c'est une sorte de résumé un petit peu de ce qu'on a dit. Alors, c'est quoi l'impact pour nous en psychiatrie, cette chaîne qui parle de psychiatrie, de psychologie, de comportements sociaux? Bah, c'est quand même que, on ne va pas se le cacher, on a certains problèmes en psychiatrie, et un des plus gros problèmes qu'on a en psychiatrie, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Alors, il y a beau y avoir des autistologues spécialisés dans l'autisme, et c'est très très bien. Le problème, c'est que comme on ne comprend rien, et que les définitions actuelles sont tout sauf satisfaisantes. D'ailleurs, elles changent régulièrement dans le DSM, tellement on est paumé dans comment décrire correctement, comment faire une nosographie, une description correcte finalement du trouble de spectre de l'autisme. On est quand même bien content qu'il y ait des chercheurs, qui sont en partie psychiatres d'ailleurs, hein, qui s'intéressent au fonctionnement intime extraordinairement précis et cherchent à comprendre en détail quels sont les comportements, quels sont les déterminants biologiques des comportements sociaux, parce que nous, ça va nous permettre de mieux comprendre comment ça marche, mais du coup aussi avoir des hypothèses de pourquoi parfois ça pourrait pas marcher. Parce que si on comprend comment ça marche et qu'on voit que chez certains ça marche pas très bien, on peut se dire que peut-être que c'est ce mécanisme-là qui est impliqué. Alors, il y a pas beaucoup d'études, hein, pour l'instant sur le trouble du spectre de l'autisme et cet aspect très spécifique, mais voilà, c'est une vraie percée. Alors, c'est pas une révolution, il ne faut pas exagérer, hein, mais si le bilan Science, c'est que c'est quand même pas un détail, c'est un vrai point important, un nouveau peut-être point de départ pour explorer des hypothèses de pathologiques finalement, chez les gens qui présentent des anomalies de ces comportements innés, notamment d'agressivité, on peut trouver chez le psychopathe par exemple, ou de sociabilité, ou d'envie de reproduction, qu'on peut retrouver par exemple dans les gens qui actuellement ont un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, mais aussi en partie dans l'anxiété sociale aussi. Ça peut être un, un élément de compréhension aussi plus important, plus détaillé de l'anxiété sociale. Bref, tout ça pour vous dire que ces recherches chez le rat, c'est pas pour rien, on fait souffrir des pauvres petits rats, c'est pour essayer de mieux soigner l'être humain. Alors on peut juger que c'est pas justifié de faire souffrir des rats pour ça. Bon, je vous laisse décider de ça, ces choses-là me dépassent. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment intéressé, que vous aurez compris qu'il y a un vrai impact sur la compréhension des troubles et même probablement de la nomographie, de comment on va classifier et définir les troubles à l'avenir, en particulier dans le trouble du spectre de l'autisme. Si ça vous a intéressé, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner en mettant bien toutes les notifications, ça c'est hyper important. Aussi, n'hésitez pas aussi à faire un don sur Tipeee. Quand vous êtes donateur sur Tipeee pour 5 euros par mois, vous avez accès tous les dimanches à 20h, à 20h30, à un live qu'on fait sur Zoom. C'est très sympathique, c'est très familial. Les gens posent toutes les questions qu'ils veulent. C'est vraiment très, très cool, hein, ambiance très,
très famille, très pote. Et donc, je vous invite à vous abonner via le Tipeee. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.